Donc tout d'abord, on en a eu déjà un petit peu et on tient à remercier particulièrement Flore parce que quand on a posé nos premières lignes, elle nous a dit « Bon les gars, il faut que vous continuez ». Donc parce qu'au début, on pensait plutôt qu'il fallait qu'on arrête. Et puis après, on a eu un très bon retour des coordinatrices de l'ouvrage, ce qui fait qu'on s'expose maintenant à présenter un peu nos réflexions. Et donc, on présente bien les éléments de cette manière-là, c'est-à-dire que ce sont nos réflexions, à la fois en tant qu'intervenants, formateurs, et puis, qui réinterrogent un certain nombre de choses qui sont, pour certaines, ancrées, acquises, et parfois, il nous semble pas assez discutées. Et donc, c'est pour ça qu'on vient aussi, parce que quand on touche à des choses qui sont un peu très structurantes, voilà, on vient faire les perturbateurs, comme l'avait évoqué Paul hier. Et pour compléter, si ce qu'on va vous présenter n'est pas le chapitre attendu de l'ouvrage attendu, en fait, on vous présente ce qui viendra après le texte que vous découvrirez plus tard. Voilà. C'est nos réflexions sur la base du texte qu'on a eu l'occasion de produire. Et donc, on saura à vos réactions s'il faut qu'on l'écrive ou pas, ce qui nous évitera peut-être de longues soirées de travail. Donc, on va vous parler de dispositif. Et je pense que c'est un terme que vous avez déjà dû entendre. On l'a entendu, je crois, dans chacune des communications depuis hier. Donc, c'est un terme qui est beaucoup utilisé et je crois qu'on ne l'a jamais vraiment bien défini. Et donc, on ne va pas donner une définition de ce terme-là usité par nos camarades et prédécesseurs dans ces journées. Mais on a utilisé ce terme pour essayer de qualifier ce qu'est le travail d'intervention. Alors, d'abord, notre objet de réflexion, c'est vraiment de penser l'intervention. Donc, l'objet de notre réflexion, c'est de voir l'intervention comme un objet d'étude. Alors, ça l'est de fait parce que notre travail, c'est beaucoup de former des praticiens et former à la pratique de l'intervention. Et donc, on pose l'intervention comme l'activité d'un ou plusieurs intervenants. Et donc, c'est un parti pris fort, je pense, qui peut être discuté et qui est discutable, et non pas comme un protocole. C'est aussi assumer une approche développementale qui interroge les modèles de l'intervention. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, puisque ça a été longuement posé à la fois hier et de nouveau ce matin avec Maria Sol et Justine. En tout cas, ce qu'on peut souligner aussi, c'est que dans notre réflexion avec Gaëtan, il y avait des choses qui nous ont semblé conceptuellement très structurantes pour notre pratique. Alors, notre à nous deux, notre plus largement, c'est à discuter. Donc, les dimensions constructives de l'activité, donc le concept de l'activité qui traverse et qui fait intervention. La notion de sujet capable et qu'on applique ici à l'intervenant, donc l'intervenant ergonome plus précisément, et aussi une autre notion et concept qui mérite, je pense, qu'on s'y attarde beaucoup plus, c'est la notion de situation de travail. Et cette situation de travail vue comme une zone potentielle de développement. Donc on a piqué aussi pas mal d'idées à nos collègues et amis de la didactique professionnelle, vous le verrez au cours de notre exposé. Et donc cette réflexion, c'est un enjeu pour la pratique, c'est-à-dire quelle intervention, ça on l'a bien posé, mais c'est aussi un enjeu pour la formation des ergonomes. On forme à quoi? Je pense que Maria Sol avait posé déjà la question tout à l'heure. Alors, on a fait un résumé un peu de tout, parce que sinon on pourrait rester très longtemps sur chaque partie. Mais en gros, on rediscute l'intervention vue comme une démarche linéaire et séquentielle. Et qu'en gros, ce qu'on trouve dans les ouvrages, c'est plutôt une démarche simplifiée, un peu comme un cliché, une photo
qui nous marque l'œil et qui sert... alors, ça ne veut pas dire que c'est inutile, hein, ce n'est pas du tout notre propos, et que ce qui est très marqué et structurant dans les esprits, c'est ces 3 temps autour de la demande, le temps de diagnostic et le temps de transformation. Et que cette simplification du réel, elle est nécessaire pour une synchronisation opératoire des acteurs, pour les ergonomes eux-mêmes, parce que quand on discute entre nous, c'est bien utile de savoir de quoi on parle, mais aussi avec l'ensemble des acteurs qui peuvent nous solliciter. Et si on commence à leur parler de choses trop complexes, on ne va pas s'entendre. Mais cette démarche linéaire, séquentielle, pour nous, elle ne reflète pas vraiment l'activité de notre activité. Et au-delà de l'activité de l'ergonome, elle ne reflète pas aussi l'actualité des actions des ergonomes, sur quoi ils sont sollicités. Par exemple, on sait depuis maintenant déjà très longtemps que les ergonomes n'interviennent pas qu'en correction, entre guillemets, mais aussi en conception. On peut partir avec des demandes qui portent directement sur les solutions. Alors, comment ça s'insère dans ce type de démarche? L'autre élément qui a guidé notre réflexion et où on trouve un certain nombre de choses dans la littérature porte sur la relation entre construction et conduite. Et donc, dans les écrits, on a plutôt l'impression que la construction de l'intervention précéderait la conduite de l'action. Donc on l'a vu déjà dans ce qui a été discuté. Hier, on parlait ce matin de travail d'enquête. Il faut avoir du PIF, nous disait Paul Olry ce matin. Et donc le PIF, il sert plutôt à la conduite. Voilà. On n'est pas encore dans la construction. On est en train de collecter des données. Et donc, de notre point de vue, c'est beaucoup plus complexe aussi dans l'activité de l'ergonome, cette relation entre construction et conduite. Et c'est pas si simple de dire lequel précéderait l'autre. Et nous, on voit plutôt un entrelac entre les deux, où la conduite sert à la construction, et parfois, il faut quand même un peu structurer tout ça pour pouvoir conduire. Voilà. On y reviendra. Et c'est aussi donc on revient à la question de la posture de l'intervenant, et qui navigue entre la complexité des situations de travail sur lesquelles il doit intervenir, et une nécessité de modéliser celle-ci, et donc un travail de simplification. Parce que si on ramène des données, que de la complexité, on ne peut pas avancer, on ne peut pas travailler, et on ne peut pas être entendu. Une autre interrogation sur l'intervention, c'est les finalités de l'intervention. Donc là, on a parlé aussi pas mal de ça. Mais on aimerait remettre un terme qui nous vient quand même historiquement très fort, c'est le terme de transformation, comme finalité de l'intervention. Et de notre point de vue, développement n'efface pas les transformations, mais réinterroge peut-être aussi qu'est-ce qu'on met dans transformation. Et les transformations peuvent être un levier aussi au développement. Et donc là aussi, il y a quelque chose à repenser dans ces deux finalités qui sont posées un peu chacune d'un côté de la table et qu'il faut peut-être interroger plutôt ensemble. Et puis, un truc qui nous paraît assez évident quand on le pose, hein, quand on a préparé, on se dit, on pose un peu des évidences. Puis des fois, c'est l'intervention entre les buts énoncés par le ou les demandeurs, mais aussi les intentions de l'intervenant. Et donc, dans ce qu'on a entendu et dans ce qu'on a lu autour des questions de développement, on voit aussi beaucoup d'intentions des intervenants. Pas sûr que Céline, tu as eu des demandes de genèse organisationnelle par tes demandeurs. C'est une question que je me suis posée. Mais bon, voilà, on pourrait se poser la question. Tu es juste en face de moi, donc je prends ton exemple. Mais je pense qu'on pourrait prendre l'exemple de toutes les interventions qui ont été présentées depuis hier. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup du fait
de l'activité de l'intervenant ergonome qui voit des choses, ou qui veut voir des choses, ou qui veut mettre des choses alors qu'on ne lui a rien demandé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais quel statut aussi, quelle légitimité ça a? Enfin, vous voyez, ça pose quand même un certain nombre de questions. Et donc, on s'est dit que les modèles qu'on avait dans les bouquins, c'est bien pour le M1, mais bon, ça ne va pas être utile pour vraiment faire des interventions comme on aimerait, une forme d'intervention nouvelle génération. Alors, vous voyez, on s'est dit, c'est un peu schizophrène, hein, parce que c'est très ambitieux quand on dit intervention nouvelle génération, et vraiment, on est vraiment aussi héritier d'un patrimoine, et je pense qu'on rejoint bien la présentation d'hier, et notre propos, c'est pas de balancer à la poubelle des trucs qui sont aussi très structurants pour notre pratique. Et donc, on sait, ça vous le trouverez dans l'article, dans le chapitre, alors c'est à l'automne maintenant, voilà. Alors peut-être automne-hiver, on verra. Voilà. Et donc on s'est tenté à essayer de modéliser notre réflexion. Et donc en fait, quand on essaye de modéliser, on s'est dit il faut aller, qu'est-ce qui fait le squelette de l'intervention? Quand on commence à discuter un petit peu de tous les éléments qui composent l'intervention, on voit avec les défis que ça fait beaucoup de couches. Et après, comment on mettrait tous ces défis en forme qui donnerait forme et fonction à l'architecture de l'intervention? Donc c'est un peu notre propos, c'est notre tentative, on va dire, notre proposition. Donc on part de demandes, et ces demandes visent, donc on les connecte très vite, donc on va parler tout à l'heure un petit peu de travail d'enquête, on les connecte très vite avec des finalités qui sont de transformation et ou de développement. En tout cas, de notre point de vue, et là c'est l'héritage un peu que l'on a, des interventions qui ne viseraient pas des transformations, est-ce que c'est encore des interventions? Donc là, on pose ça comme... voilà. Après, il y a des interventions qui visent des transformations dans lesquelles s'insère le développement. Et là, il y a tout un tas de questions. Est-ce que les visées de développement viennent de la phase de demande ou elles se construisent au fil de l'eau? On le verra par la suite. Et donc, dans ce travail entre deux, il y a des choses qui nous semblent structurantes, c'est que l'enjeu de l'intervenant, c'est de conceptualiser les situations de travail qui s'offrent à nous, et que les outils que l'on a, c'est l'analyse du travail et l'analyse de l'activité, et que tout ça est guidé par la construction d'une problématique. Et que là aussi, l'un ne précède pas l'autre. C'est-à-dire, pour conceptualiser les situations de travail, il faut avoir une idée de problématique, mais c'est très souvent en modélisant ou en comprenant les situations de travail que la problématique se dégage. C'est pas très déterminé. Si on reprend la situation indéterminée tout à l'heure, je pense qu'on est vraiment dans... Ça fait écho à ces éléments-là. Mais parallèlement, voilà, on revient avec notre question d'intention de l'intervenant. Et même sans développement, on pense qu'il y a des intentions des intervenants, parce qu'on emmène parfois les entreprises vers des transformations qu'elles ne souhaitaient pas au départ, qu'elles n'avaient pas du tout en tête. Et donc, on se dit, il y a une part aussi de l'intervenant. Et donc, il y a des intentions conceptuelles de l'intervenant, d'où le rappel tout à l'heure des concepts de base, activité, situation de travail et sujet capable, c'est-à-dire qu'on a une pensée sur ça et sur comment ça pourrait être, ça devrait être, et je pense que c'est aussi des débats de la communauté des ergonomes. Les ergonomes, où est-ce qu'ils doivent emmener, qu'est-ce qui est légitime, bien, qu'est-ce que devrait être une organisation, voilà, ce serait quoi cette organisation-là, cible. Voilà. Et donc, on a appelé ça, donc ça c'est notre jargon, là, c'est le pendant de la construction de la problématique qui vient plutôt bottom-up, qui vient plutôt des situations de travail. C'est plutôt faire parler l'activité qui nous permet d'identifier la problématique, nos connaissances, et tout, notre background, etc. Mais la construction du concept, elle vient vraiment de l'intentionnalité de l'ergonome. Le concept, alors, on peut vous donner l'histoire un petit peu pourquoi on a choisi ce mot.
on l'a piqué un peu plutôt dans le monde du design ou des architectes. Vous voyez, l'architecte, il arrive. Alors, c'est un peu comme les conseillers agricoles. Ils arrivent sur un champ de patates. Hein, puis on dit, bah, là, je vais faire un tribunal. Voilà. Et le tribunal, le concept du tribunal que j'ai dans la tête, c'est qu'il soit tout en vert, noir, parce qu'il symbolise l'autorité, le je ne sais pas quoi. Voilà. Il y en a un, ça me fait penser au tribunal en bord de la Loire, qui était un peu dans ce concept, par Jean Nouvel. Voilà. Donc c'est une pensée de la justice qui se symbolise, qui se formalise dans un bâtiment. Et donc là, l'idée du concept, c'est que l'intentionnalité de l'ergonome, c'est-à-dire que sa vision va impacter la manière dont il regarde les choses et ce qu'il va chercher. Et tout ça, eh ben, il y a un territoire de l'intervention. Et pour nous, le territoire de l'intervention, c'est les situations de travail. Et vous voyez, ça vous casse bien la tête. Hein. On vous casse la tête pendant 2 ans sur identifie tes situations de travail, les sacs, les safes, les trucs, voilà. Donc, et donc, je pense que ça fait écho à la notion de territoire aussi. Voilà. Et donc, on va voir que les situations de travail peuvent être à différentes échelles et qui font, de notre point de vue, un peu écho aux micro, méso, macro. Ouais, je suis un peu long, non? Non, parce que tu m'avais dit que tu avais plus de temps de parole que moi. Donc, voilà, je suis en train de te... Ça s'inverse. Voilà, ouais. J'accélère alors. Donc, une petite slide qui reprend un petit peu ce que je vous ai dit, le concept comme intentionnalité de l'intervenant, parce que l'intervenant est porteur de buts émotifs, qu'il y a une co-construction du problème et de la solution, voilà, et que le milieu de l'intervention, ce sont les situations de travail et ou de vie, et cet enjeu de conceptualisation, de modélisation de ces situations. Et donc, on vient de vous montrer le squelette un petit peu de ce que pourrait être la modélisation de l'intervention. Et donc après, on s'est dit, ben, c'est quoi la chair? Comment on passe de demande à transformation et développement? Et donc là, c'est un peu la peinture fraîche, hein, quand même. Voilà. Le reste, ça n'a pas encore séché, et là, c'est la peinture très fraîche. C'est une notion de dispositif qui apparaît et qu'on voit comme outil pour l'action de l'intervenant. Alors, peut-être, et ça on l'a écrit dans le chapitre, distinguer 2 acceptions un petit peu de dispositif. Et donc, dans la littérature, quand vous cherchez, si vous faites par mots-clés dispositif, intervention, ergonomie, dispositif, vous allez voir tout un tas d'interventions très intéressantes où les ergonomes contribuent à concevoir des dispositifs pour une nouvelle organisation. Je crois avoir lu des choses de Johan dans ce cadre-là aussi. On va penser à un dispositif d'expérimentation pour le futur. On va tester une nouvelle organisation qui aurait tel et tel critère. Et puis, en faisant tourner ça, on va voir si les pistes, les réflexions que l'on a, ça tourne. Donc ça c'est... Là, on n'a pas de discussion sur cette acception du terme dispositif. Là c'est vraiment penser dispositif dans un autre cadre, c'est-à-dire de voir les dispositifs comme des outils pour construire notre action et notre démarche. Et donc, ces dispositifs seraient des formes, des fonctions qui, en les agençant, constituent l'architecture de l'intervention. Donc, on a vu qu'on a déjà été cité, alors que la peinture n'est pas fraîche ce matin, donc on vous en remercie. L'intervention est donc serait envisagée comme un agencement de dispositifs motivé par une problématique ou un concept qu'on a évoqué ici, qui vise transformation et développement. Et donc, pour illustrer un petit peu qu'est-ce qu'on met dans tout ça, eh bien, on va écouter un terrain réalisé par Gaëtan, et puis je vais faire une petite animation sur sa parole. Très bien. Vous m'entendez? Donc moi, je suis là pour vous raconter une histoire, pour vous faire le récit d'une intervention. Christophe m'a aidé à tirer cette nouvelle lecture que je vous propose d'une intervention.
Et ben voilà, je vous propose de vous la raconter. Donc c'est la direction d'une usine de fabrication de filtres à air pour des automobiles en fait, qui m'avait sollicité pour former les femmes travaillant sur les lignes de production aux gestes et postures à tenir pour éviter la survenue de TMS. Alors l'usine a été confrontée à l'expression partagée par tous les acteurs internes, infirmières, médecins du travail, CHSCT, direction et bien d'autres, de ce risque de survenue de TMS pour les opératrices des lignes de production. Alors fabriquer des filtres à air, c'est partir d'un papier très épais qui va être plié, plissé, cuit, sur lequel va être ajouté un joint en polyuréthane à travers plusieurs lignes de production successives et sur lesquelles travaillent donc ces opératrices de lignes. Alors les premiers échanges avec le médecin du travail, le directeur, l'infirmière du site, la secrétaire du CHSCT m'avaient d'abord permis d'exprimer une lecture différente de ma part de la situation, qui était initialement dirigée par la causalité biomécanique. Si elles ont des TMS, c'est la répétition, c'est le port de charge éventuellement et différents autres aspects que vous connaissez bien. Et puis quand même, secondairement, la responsabilité comportementale des salariés, comme j'ai pu le dire avant. Donc dans l'objectif, la nouvelle lecture que je leur proposais, dans l'objectif de traiter cette problématique TMS depuis le point de vue de la plurifactorialité. Et l'enjeu consistait à agir sur les déterminants organisationnels notamment. Donc d'autre part, la division sexuée du travail m'avait littéralement sauté aux yeux dès la première visite de l'usine. Et d'ailleurs, cette expression forte de la part de la secrétaire du CHSCT devrait bien l'illustrer pour vous. Elle me dit, ici, c'est les femmes à la machine et les hommes à la machine à café. Alors en fait, ces hommes auxquels fait référence la secrétaire du CHSCT, c'est les intérimaires qui, eux, courent dans l'usine. Ils la traversent pour approvisionner les machines ou bien pour dégager les produits finis, etc. Et à la machine à café, quand ils y sont, en fait, c'est pour boire des verres d'eau. Très régulièrement. En plus, pour vous dire, il fait chaud avec les fours pour cuire le papier dans cette usine. D'ailleurs, au-delà de la question de la position des femmes dans l'usine, je vais y revenir, celle des hommes, bon, pas les intérimaires, mais les autres, étaient non moins extrêmement visibles et lisibles aussi. Ils étaient, eux, directeurs de l'usine, contremaîtres, responsables logistiques, planificateurs, qualiticiens, régleurs des machines. Autrement dit, des emplois qualifiés ou d'encadrement. Donc ce questionnement portant sur le genre au travail, ce concept, comme nous l'avons appelé avec Christophe, a donc émergé très tôt, immédiatement en quelque sorte. D'ailleurs, le directeur de l'usine, suite à la visite, et quand nous nous sommes retrouvés, lui et moi, dans son bureau, me dit finalement quelque chose de très proche de la secrétaire du CHSCT, préparez-vous, c'est croustillant, quoiqu'un peu autrement dit, du coup, il me dit, vous comprenez, monsieur Bourmeau, elles sont plus habiles que nous. Donc il parle... C'était donc une situation interpellante, j'allais dire il fallait être sourd pour ne pas l'entendre, qui renvoyait à une finalité finalement pas si exceptionnelle, d'une part, et bien sûr à divers travaux de collègues portant justement sur le genre au travail et les questions de santé au travail notamment. Ce que j'avais donc constaté était à l'évidence le résultat de quelque chose d'ancré dans l'organisation de travail, quelque chose, là tu peux déplier, quelque chose de choisi, de décidé, le fruit d'une politique de recrutement, de représentation très forte. C'était dans les têtes, si j'ose dire. Donc rendre visible et lisible le travail des femmes, et des hommes bien sûr aussi, mais donc apparu indispensable pour une approche systémique et une action à la mesure des enjeux. Alors la demande initiale était donc une formation experte sur les gestes et postures à destination des opératrices des lignes de production, mais dans le même temps, en forme d'écho à la demande en quelque sorte, l'intervention a été conduite essentiellement autour d'un dispositif d'apprentissage qui devait porter sur les gestes professionnels développés par les opératrices, et j'allais dire par elles-mêmes et pour elles-mêmes. La proposition d'intervention a donc posé à la fois cette autre lecture de la problématique TMS, excusez-moi, donc une autre lecture que la problématique TMS, donc plurifactorielle notamment, mais surtout non comportementale et pas seulement biomécanique. En même temps, elle proposait une action courte, de quelques jours, moins d'une dizaine, pour tout vous dire, 8 jours vendus. Des temps d'analyse, etc., vous doutez bien, un comité de pilotage, un groupe de travail, on va voir cela juste après. Mais surtout, mon idée, mon concept peut-être, sans forcément l'avoir dévoilé trop fort, j'avais construit une proposition d'intervention pleine de marge de manœuvre, peu contraignante pour pouvoir investiguer ce que je voulais voir et rendre compte, et construire
avec par exemple, pour vous aider à comprendre, l'intervention déclinable en journée ou en demi-journée, voire en quart de journée, du fait de la proximité de l'usine avec mon lieu de travail. Donc si on en vient au dispositif d'enquête et de production de connaissances, il s'est articulé autour d'analyse du travail, mais aussi notamment de la passation d'un questionnaire relatif aux zones de douleur ressenties par les opératrices, de type questionnaire nordique, si ça vous parle, avec comme objectif ici de proposer comme une sorte d'objectivation, étant donné la faible considération pour ce que je comprenais assez vite être entendu dans l'entreprise, comme, entre guillemets, des plaintes de femmes. Donc j'avais aussi proposé d'ailleurs l'élaboration d'un diagnostic bâti sur le travail réel pour identifier les facteurs en jeu, on le comprend bien, mais pas seulement. Et pour faire vite et me faire comprendre, je vais vous en donner 2 illustrations peut-être, d'abord un premier diagnostic sur comment est organisé le travail. Les rotations et polyvalences sur les postes, les questions de planification et d'ordonnancement de la production, ce qui me renvoyait à une activité que j'ai bien connue pendant ma thèse. Mais aussi un diagnostic sur les parcours. Est-ce que j'ai le temps d'en dire un petit mot, Christophe ? Alors, voilà. Du côté des hommes, les hommes sont recrutés. Tu m'as dit oui. Oui. Ah, non, en fait, j'espérais qu'ils me disent oui, donc je n'avais même pas écouté la réponse. Alors, du côté des hommes, c'est complexe. Vous allez voir les parcours. Beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible du côté des femmes. Du côté des hommes, donc, ils sont recrutés intérimaires. S'ils font l'affaire, on renouvelle plusieurs fois l'intérim. S'ils font l'affaire, on commence à leur dire tu vas arrêter de courir et on va te former à la manipulation, à la manutention, tu vas être formé aux engins. Et puis pour ceux d'entre eux qui sont les plus performants, on va leur dire régleur de machine, ça te dirait. Et puis planification, responsable logistique. Bref, le directeur d'usine est un ancien, non pas intérimaire, il est plus âgé et il n'a pas connu ça, mais c'est un ancien régleur, ouvrier régleur, qui est passé dans les différentes strates jusqu'à être le directeur de l'usine aujourd'hui. Donc il y a une vraie promotion interne. Et la qualification. Du côté des femmes, c'est très différent en ce sens qu'elles sont elles-mêmes de toute façon recrutées en tant qu'intérimaires et on les met sur la ligne de production la plus facile. On les met sur la ligne de production tranquille. Et vous me voyez peut-être venir, mais si elles font affaire, on les met sur une ligne de production un peu plus exigeante. Et puis si elles font l'affaire, on les met sur une ligne de production un peu plus exigeante. Et puis ainsi de suite, jusqu'à arriver sur les superwoman que moi je rencontre, qui sont sur la ligne de production du produit fini la plus difficile. Donc la récompense des femmes, c'est de finir sur la ligne de production la plus difficile. C'est pas si exceptionnel et c'est largement documenté. Vous verrez aussi si vous cherchez ces questions-là. Je ne sais plus où j'en étais, mais je vais retrouver. Monsieur Bourmeau, ça, je l'ai déjà dit. C'est ici. Alors, j'avais aussi proposé un dispositif collaboratif. Alors là, je vais aller très vite de co-construction des problématiques avec les acteurs. L'idée étant évidemment, à travers les comités de pilotage, d'accompagner la démarche générale, des résultats atteints, leur déclinaison. Plus intéressant peut-être, parce qu'on va en dire 2-3 mots après, c'est un dispositif de co-construction de solutions pour agir sur les facteurs dans un but d'appropriation, de reproductibilité sur d'autres lignes. Ça, c'était un des gros enjeux de ce travail. Une intervention courte qui visait quelque part à inviter et à guider les acteurs pour qu'ils mènent en interne de façon autonome la suite sur les autres lignes. Notamment, on avait réalisé des films courts. C'est d'ailleurs même le CHSCT qui avait réalisé quelques films courts associés à des séquences d'observation pendant le travail. Et ça avait considérablement aidé les acteurs à penser ce problème et ces solutions. Notamment, si je m'arrête à 2 groupes de travail, 2 séances de groupes de travail, où les opératrices avaient réalisé, à travers des autoconfrontations croisées, une mise en mots, des discussions autour de la diversité, de la variabilité des gestes professionnels. Ce que j'ai juste pas dit, c'est qu'une fois que ce papier il est plissé, il se comporte comme un accordéon, si vous voyez, et donc il doit être installé dans des moules, et le comportement en accordéon du papier est maîtrisé par certaines. Dans le même temps, il est dur et cuit, donc il a une certaine résistance, parfois il entre mal dans les moules. Bref, il y avait des dimensions gestuelles, y compris en sortie de ligne, qui étaient tout à fait intéressantes et qu'on a mis en discussion au plan intra-individuel aussi. J'ai presque fini. Ce dispositif, il a porté aussi du coup, sur une mise en débat sur les gestes professionnels à un niveau très fin. On regardait si tu l'attrapes en pinçant ou tu pousses. Voilà, c'était des choses de ce niveau-là que ça s'est discuté. Et la réponse était ça dépend, parce qu'avec celui-ci, on peut pousser, mais avec celui-là, il faut tirer. Mais si tu tires trop fort, ça arrache le joint. Enfin bon, vous voyez bien de quoi on pouvait parler. Et aussi une acculturation quelque part conceptuelle et méthodologique pour aller vers les notions de diversité, de variabilité, aussi un certain temps pour appréhender l'observation de l'activité de soi-même à travers des vidéos et des autres, la question du jeu de mise en discussion pour que ça soit constructif. Enfin bref, voilà ce qu'on a aussi fait.
ce que j'ai aussi fait. Concrètement, des décisions ont été prises lors des réunions de comité de pilotage, et notamment, il y a eu l'idée que, et au-delà de la transformation des postes, sur lequel on ne discute pas aujourd'hui, le maintien de ces séances d'échange entre opératrices sur les gestes, et puis l'abandon définitif de l'idée d'une formation experte sur les gestes postures. La reproductibilité du travail d'analyse sur d'autres lignes de production était également visée, constituant sans doute une illustration du caractère capacitant visé de l'intervention. Bon, au final, c'est un dispositif pédagogique à visée d'apprentissage qui a été construit, guidé par l'intention, par le concept de l'intervenant, de positionner les opératrices dans l'organisation comme sujet capable. Je peux aller, voilà. Encore. Voilà. Bon, pour conclure, initialement ignorés, et notamment considérés comme des plaintes de femmes, je l'ai dit, les TMS ont donc été appréhendés par les situations de travail et l'activité des opératrices en elles-mêmes. En parallèle, d'autres motifs sont apparus au fil de l'intervention et ont guidé la mise en œuvre de dispositifs que l'on vient de voir, des motifs de l'intervenant, pour être bien dans la ligne de, c'est-à-dire mes propres motifs. L'absence d'écoute du caractère pathogène du travail, et voire son déni du fait même que ces plaintes venaient des femmes. La faible considération de ces plaintes et des femmes dans les décisions prises par la direction, par des collègues responsables hommes. L'ignorance aussi de la contribution majeure des femmes à la qualité de la production, par la mobilisation d'un ensemble de savoirs et de gestes professionnels. Donc, au travers des mises en débat collectives de ces points de vue, soutenus par les analyses du travail, on peut aussi conclure que l'ergonome a accompagné des transformations autour des représentations relatives au TMS et l'existence de déterminants organisationnels, notamment la plurifactorialité, je m'arrête là, la question de la participation et des modalités de participation des opératrices, mais aussi de toutes les parties prenantes. On a notamment impliqué les planificateurs pour penser certaines transformations. Les gestes professionnels qui étaient entendus comme finalement mal maîtrisés par les opératrices sont devenus des ressources individuelles et collectives assurant et santé, préservation de la santé et performance pour certaines d'entre elles, et ce qui permettait aussi de dépasser un cadre très ancré, comme souvent, mais très ancré, qui était celle d'une analyse en quelque sorte à charge du travail. C'est la faute du travail et le travail est comme ça, quoi. Et enfin, peut-être, le travail et les conditions de travail des femmes et des hommes, du fait des parcours professionnels internes qui étaient très différents selon le genre. Donc voilà, merci Gaëtan pour c'est plus qu'une illustration, un cas très, très détaillé qui a permis d'illustrer un petit peu notre propos autour des dispositifs. Et donc on peut voir l'intervention qui part de demande d'un concept et qui vise des finalités et de transformation et de développement. Et donc, on en est un petit peu là, c'est-à-dire qu'on a commencé à lister, à structurer ce que seraient ces outils méthodologiques de l'ergonome, de créer et d'agencer des dispositifs pour atteindre ces finalités. Et donc, ce qui reste à faire, et si vous voulez bien jouer avec nous, c'est voir ça serait quoi ces dispositifs, comment ça marche. Et donc, on les a listés, on a commencé à poser des choses, mais je pense que ça reste c'est un chantier à venir. Et donc, pour conclure, donc, comme je vous l'ai dit en ouverture, donc ça reste une discussion ouverte. En tout cas, il nous semble structurant de voir l'intervention comme l'activité d'un intervenant capable. Voilà, on a entendu dans les propos, voilà, il y a une forme, parfois dans nos discours, comme une forme d'extériorité de l'intervention à l'intervenant. Et je pense que c'est un biais de lecture qu'il faut qu'on gomme. L'intervention, c'est le fait de sujets qui agissent. Et dans notre cas, c'est l'ergonome. Il y a d'autres types d'interventions qu'on a vu depuis hier. Voilà. Donc, voir l'intervention comme une expérimentation in vivo. Je pense que là, je pense qu'Antoine a été, je pense qu'il a presque utilisé ces termes-là à l'oral hier. Et une expérience sociale. Bon, là, comme je vous disais, on dit des choses qu'on sait déjà ou qu'on vit déjà. On a essayé de mettre en mots, de nommer. Je pense que c'est un petit peu ce qu'évoquait Paul
Paul hier, à un moment, pour commencer à penser, savoir ce qu'on fait, il faut déjà le nommer, quoi. C'est une tentative, on ne dit pas qu'il faut nommer comme ça, qu'il faut adhérer à ces termes-là, mais voilà, c'est une proposition que l'on fait plus largement. Et l'autre élément aussi important de cet intervenant capable, c'est un intervenant qui mobilise des démarches et des méthodologies et qui les fait siennes pour les agencer un peu à sa main pour atteindre des buts. Et c'est pas l'inverse. C'est pas une application de démarches et de méthodologies prête à penser qui serait construite par d'autres, par des concepteurs idoines et légitimes, etc., dans lesquels le praticien doit forcément rentrer. Donc ça, c'est un élément aussi qui nous semble très important. Et que forcément, il y a la variabilité. Moi, si j'étais allé dans cette entreprise, je ne suis pas sûr que j'aurais fait la même intervention que Gaëtan. Je n'aurais peut-être pas eu la même appréciation. Peut-être que le directeur m'aurait peut-être pas parlé comme ça, parce qu'il aurait eu les pétoches. Il aurait eu les pétoches. Donc voilà. Non, en tout cas, il y a de la relation qui se crée. Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que ça génère les mêmes choses? Ça nous interroge. Et donc là, nous, en tant qu'enseignants aussi, ça nous interroge. On forme à quoi? On forme à la pratique de l'ergonomie. Est-ce qu'on forme à des modèles de l'intervention ou on forme des intervenants ou des intervenants capables de s'extraire de modèles pour être dans l'action? Et donc les dispositifs, on les voit bien comme des outils pour à la fois construire et conduire l'intervention. Et donc ça réinterroge des choses un peu structurantes, je vous disais, et là c'est plutôt en sortie. On en a listé quelques-unes, mais notre liste est très longue de ce qu'on rediscute. C'est-à-dire que pour nous, l'analyse de la demande, c'est une étape qui est trop figée, voilà, et tout ne se joue pas dans la proposition qui serait à décliner et à suivre comme un cadre auto-prescrit complètement sclérosant. Je pense que c'est jamais ça. Donc je pense qu'on a des défauts de la manière dont on raconte ce qu'on fait. Et donc du coup, cette idée de travail de la demande qui s'inscrit dans le temps, alors, ça ne veut pas dire qu'il s'inscrit tout le temps dans le temps. Voilà, si on intervient 2 jours, peut-être qu'on fait exactement ce qu'on a écrit dans la proposition. Hein. Voilà. Que ces temps-là, on négocie plutôt des buts que des moyens, alors qu'on voit bien que dans les propositions, ce qui est essentiellement négocié, ce sont les moyens. Combien de jours d'observation, combien de temps de terrain. Voilà. Donc ça nous réinterpelle aussi, mais je pense que ça a été évoqué dans les défis ce matin. Bon, démarche prescrite, démarche réelle, je pense qu'on en a déjà assez parlé. L'importance aussi de mailler, et là je pense que ces 2 jours aussi nous a mis nous-mêmes en réflexion, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un travail d'enquête et un travail de production de connaissances, et là je pense qu'on n'est pas assez spécialiste sur la question de l'enquête, c'est-à-dire c'est quoi l'enquête, et ça produit quoi, et quels sont les résultats de l'enquête, et ça sert à quoi dans l'intervention, et c'est quoi les diagnostics. Et on tient à ça, et je pense que Gaëtan l'a bien appuyé dans la présentation du cas, on ne produit pas que des diagnostics sur le travail, sur ce que font les opératrices. On produit des diagnostics sur la planification du travail, on produit des diagnostics sur comment se discute telle ou telle chose, comment les critères de qualité sont débattus ou pas débattus. Tous les parcours, voilà, l'illustration. Et donc, je pense qu'il faut parler des diagnostics, les diagnostics des projets. Je pense qu'on dit qu'on fait les courses à la conduite de projet, on tape sur la tête de nos apprenants en disant « Bon, tu as bien compris les enjeux de l'entreprise, c'est quoi le projet, la structure du projet, etc. » Ça fait diagnostic. Donc, est-ce que c'est tous les mêmes diagnostics? Je pense que la question se pose. Et comment ça se modélise dans une intervention? Voir aussi que l'intervention, c'est une action située au milieu et qui nécessite sensibilisation, acculturation, co-construction, coopération, débat. Et donc tous ces actions que mène l'intervenant, ça se structure. C'est quelque chose qui est pensé par l'intervenant. Donc d'ailleurs, moi je discute, je ne suis pas sûr qu'il faut utiliser le terme formation. Là, dans le schéma qu'on a fait, quand on parle d'acculturation et de sensibilisation, je pense qu'il peut y avoir acte formatif. C'est-à-dire, on forme des acteurs à l'analyse du travail, par exemple, parce qu'il faut qu'ils soient sensibilisés pour comprendre, etc. Je
pense que là, on peut mettre ça dans le cadre de la forme. Mais dans l'exemple de cette situation, on ne peut pas le dire, sans doute. Ce serait abusif. Voilà. Par contre, je pense que si on est dans une visée développementale, ça ne se résout pas à la formation et à l'analyse du travail. C'est des choses qui renvoient plus au concept d'activité et situation de travail. Et je pense qu'on a eu un bel exemple sur la question sur l'extériorité, c'est-à-dire où se jouent les transformations. C'est-à-dire comment les individus au travail sont des sujets capables et peuvent intégrer eux-mêmes ces transformations. Et je pense que c'est des questions très sensibles là, et vraiment centrales, il nous semble. Et donc, aussi, je pense qu'on mélange aussi des différentes formes d'actes pédagogiques. Les actes pédagogiques pour reconcevoir les situations de travail, par exemple, ce qui joue dans les simulations, oui, il y a une forme d'acte pédagogique, les gens apprennent des choses parce qu'ils manipulent des choses, ce qui n'est pas la même chose, de notre point de vue, que des actes pédagogiques qui soutiennent les apprentissages. Ils apprennent des choses, mais sur l'objet dont on parle, est-ce que ça les a transformés et développés pour autant? Je ne suis pas si sûr. Hein. Ou alors, il faudrait l'instrumenter pour viser les apprentissages et voir que, oui, en effet, en entrant avant la simulation et en sortant de la simulation, ils vont repenser leur système de travail différemment, etc. Et c'est rarement posé ou pensé comme ça. La liste serait plus longue, mais là, je crois qu'il faut que je m'auto-censure. Merci.